Donc, bonjour à tous. J'ai le plaisir de co-animer cet atelier avec Jean-François Filot du cabinet Expert. Donc, c'est notre expert en stratégie bas carbone. Le cabinet Expert est une coopérative spécialisée dans la structuration, le déploiement et l'évaluation de la démarche RSE, la démarche climat et la démarche économie circulaire. Jean-François est le cofondateur du cabinet Expert. Il est en charge de sujets climat, économie circulaire en Europe et en Afrique. Donc là, on est sur la première séance sur la définition de la stratégie bas carbone. Donc, je vais dire sur la partie théorique. Et la prochaine fois, la deuxième séance, qui aura lieu le 3 mai, sera une séance destinée au témoignage de deux enseignes qui sont les Mousquetaires et Bureau Vallée. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en séance pour repartir avec tout ce dont vous avez besoin pour construire votre propre stratégie bas carbone. Monsieur Filot, je vous donne la main. Merci beaucoup. Bonjour à tous également. Je vous remercie d'avoir lancé la séance et présenté rapidement ce qu'on faisait et qui j'étais. Je vais juste rajouter que ça fait 18 ans que je travaille sur ces questions de climat et de RSE. Je suis ravi d'être parmi vous. Et que donc lors de la prochaine séance début mai, vous aurez la chance d'entendre deux de nos clients, Mousquetaires et Bureau Vallée, qu'on accompagne depuis quelques temps, et d'autres parmi vous également, notamment Mobivia. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Oui. Parfait, super. Donc, il y a une heure de présentation, une demi-heure de questions, et les questions peuvent intervenir entre-temps de manière un peu interactive, c'est ça? C'est ça, oui. Ok, très bien. Bon, du coup, n'hésitez pas. Alors, je vais avancer. Voilà, donc, écoutez, j'ai structuré le plan de l'atelier de cette manière. Pourquoi une stratégie bas carbone? On va rapidement présenter les raisons de s'engager dans ce type de démarche, en quoi ça consiste, comment la déployer. Alors, sachant que, évidemment, les retours opérationnels vous seront surtout présentés lors de la prochaine séance avec les deux enseignes. On fera un focus sur le retail, sur le commerce et l'importance du retail sur ces questions bas carbone. Et puis, les questions-réponses, comme on vient de le dire, elles ne sont pas que réservées uniquement à la fin de la séance. N'hésitez pas à les poser entre-temps. Alors, c'est parti. Donc, pourquoi une stratégie bas carbone? Alors, j'ai évidemment sourcé tous les points que je vous présente. Je vous incite à aller, si ce n'est pas déjà fait, donc sur le site officiel bilangesadem.fr. Il y a un nouveau guide méthodologique qui vient de sortir là, en février 2022 pour construire, mettre en œuvre et suivre un plan de transition. On va y revenir. Et dans ce guide, on répond notamment à cette question. Donc, pourquoi une stratégie bas carbone? Alors, déjà, la raison de cette question, c'est de se projeter en se disant, finalement, mon organisation, mon entreprise, est-ce qu'elle a une raison d'exister dans un monde bas carbone, qui va être contraint en énergie, en ressources, qui va être contraint de s'adapter à des événements climatiques, qui va être contraint de s'adapter à des raréfactions de ressources. Enfin, on a l'occasion d'entendre que c'est fortement d'actualité, d'autant plus avec le rapport du GIEC qui vient de sortir. Et donc, la question est à la base existentielle. Est-ce que vous avez une raison d'exister dans un monde bas carbone?
L'autre question qu'on peut se poser, parce on parle de stratégie alors on parle de stratégie bas carbone, mais on parle avant tout de stratégie. La question, c'est dans quelle mesure la stratégie actuelle de votre organisation intègre ces enjeux de climat et d'énergie, et dans quelle mesure elle les intègre à tous les niveaux. En termes de politique, en termes d'investissement, en termes de modèle économique. Alors, tout ça, c'est des sujets qu'on va revoir au fil de l'atelier. Et puis après, bon, il y a tout un tas d'opportunités au-delà des questions existentielles et de cohérence et de crédibilité. Il y a tout un tas d'opportunités ou de menaces qui font qu'il peut être pertinent, voire vital, de s'engager dans une stratégie bas carbone. Alors, notamment, encore une fois, on est en plein dans l'actu, se préparer à l'évolution des prix de l'énergie, c'est même pas se préparer, là, on est en plein dedans. Et donc, comment on va réduire sa vulnérabilité énergétique? On a bien en tête que quand on se lance dans une démarche bas carbone, on a tout de suite un lien entre le climat et l'énergie. Il y a aussi des opportunités de réduction de coûts, notamment si on réduit ses consommations énergétiques. Des opportunités de différenciation, d'innovation. Alors, je ne vais pas forcément m'appesantir sur chaque point, je vais avancer un petit peu. Adaptation de l'offre commerciale, amélioration de l'image, notoriété, la capacité à attirer aussi des nouveaux, notamment les nouvelles générations. Bref, vous en connaissez déjà un certain nombre. Voilà, j'ai attiré les jeunes recrues, je me souvenais que je l'avais mis quelque part. Et ça peut aussi être l'occasion de construire de nouveaux partenariats, voire de nouvelles offres, voire de nouveaux modèles économiques. Alors, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Donc, il y a tout un tas de raisons qui portent à se poser la question de pourquoi une stratégie bas carbone. Alors, au-delà des opportunités, on voit bien l'urgence de l'action. On l'entend en tout cas. J'imagine que parmi vous, vous êtes déjà très, très sensibilisés à ces questions et que la plupart d'entre vous ont déjà réalisé le bilan carbone de leur enseigne. Et au-delà de ces questions, de ces opportunités, de la question du pourquoi une stratégie bas carbone, à mon sens, il y a aussi avant tout la question de la gestion des risques. Alors, c'est pas moi qui le dis, je pense que vous connaissez donc le Forum économique de Davos, Forum économique mondial, qui tous les ans publie son rapport mondial des risques. Alors, je suis désolé, c'est en anglais, mais donc lors du dernier rapport qui est sorti, je crois en février, donc le mois dernier, ça fait plusieurs années que les sujets climat et environnement sont en tête. Et au niveau mondial, donc le premier risque identifié est donc l'incapacité à agir. L'incapacité à agir sur les questions climat. Et encore une fois, vous avez vu passer dans l'actu et dans le rapport du GIEC il y a quelques heures, l'urgence à mettre en place des actions, pas dans 10 ou dans 15 ans, mais dans les 3 ans qui viennent. Voilà, donc risque numéro 1, inaction face aux questions climatiques et tout un tas de risques en cascade que vous n'allez pas forcément... que vous n'avez pas forcément. Alors, bon, là, l'idée, c'est pas j'imagine que vous ne voyez pas grand-chose, mais tout ça, c'est juste pour vous dire que tout est lié et que, évidemment, le climat, c'est la lutte contre le dérèglement climatique. Il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a tout un tas d'autres sujets environnementaux, sociétaux, essentiels et vitaux. Pour autant, le climat va quand même conditionner notre capacité à vivre sur Terre et tout est lié. Que ce soit les questions de biodiversité, de phénomènes climatiques extrêmes, d'érosion, de questions sociales aussi. Alors, il y en a un petit en bas à gauche, là, la désillusion de la jeunesse
aussi qui est lié, l'éco-anxiété. Enfin, il y a évidemment, au-delà de ces questions environnementales, il y a tout un tas de sujets sociaux, psychologiques qui sont à l'œuvre et donc qui alimente cette notion d'urgence à agir et à développer une stratégie bas carbone. Alors, la stratégie bas carbone, avant tout, donc on ne va pas remonter tout l'historique du climat et ce n'est pas l'objet. Si on revient juste au niveau, allez, quelques années en arrière, donc lors de la COP 21, les accords de Paris sur le climat qui, quelques mois plus tard, sont validés, sont déclinés au niveau européen à travers le pacte vert, le Green Deal, et au niveau français à travers la stratégie nationale bas carbone. Alors, la première qui avait été publiée en 2015-2016, qui a été révisée en mars 2020. Et donc, écoutez, le lien est simple avec le sujet d'aujourd'hui. On parle de stratégie bas carbone. Donc, au niveau français, il y a une stratégie bas carbone qui est la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Donc, toute la question, c'est comment décliner votre SNBC à vous? Comment décliner votre stratégie d'enseigne bas carbone? Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait, par exemple. Je sais que Céline Ratanavan fait partie des personnes autour de la table ce matin. Donc, chez Mousquetaire, on travaille sur la stratégie Mousquetaire bas carbone. Donc, on décline la SMBC, qui évidemment va s'inspirer de la SNBC. Alors, cette stratégie nationale bas carbone, elle a été revue en 2020. Alors, en 2021, il y a eu de nouveaux engagements au niveau européen qui sont encore plus ambitieux que lors de la dernière mouture. Donc, voilà, on en est toujours. Il va falloir la réviser. Donc, en France, on est toujours sur une obligation de moins 40% de réduction des gaz à effet de serre officiellement d'ici 2030 par rapport à 1990. Au niveau européen, il y a déjà, en tout cas, un engagement à arriver à moins 55% de gaz à effet de serre et il y a de fortes chances que cette obligation européenne soit déclinée dans les prochains mois au niveau français. L'objectif, de toute façon, restant le même, l'objectif, c'est la neutralité carbone en 2050. Alors, la neutralité carbone, je pense que ça parle à tout le monde. Je passe la diapo suivante. La neutralité carbone, hein, c'est le fait de dire d'ici 2050, en France, évidemment, on n'aura pas pu réduire la totalité des émissions de gaz à effet de serre. Il restera des émissions résiduelles. Pour autant, ces émissions résiduelles seront absorbés par des puits de gaz à effet de serre, des forêts ou de la captation, enfin tout un tas de solutions qui permettront d'avoir à la fin une balance zéro émission nette. Donc ça, c'est l'objectif au niveau européen, au niveau français, d'atteindre la neutralité bas carbone d'ici 2050. Donc, juste un détour très rapide. Je n'ai pas encore eu le temps de lire dans le détail tout le dossier du GIEC qui est sorti, encore une fois, il y a quelques heures. Pour autant, ce qui ressort, c'est que d'ici 3 ans, d'ici 2025, il faut qu'au niveau mondial, on ait atteint le pic le pic d'émissions de gaz à effet de serre et qu'à partir de 2025, on soit dans une pente descendante. Voilà. Alors, donc cette SNBC, cette stratégie nationale bas carbone, qui part de 2015, donc c'était la première mouture et qui a été revue en 2020. Donc, comme je vous l'ai dit, elle fixe des objectifs de réduction pour le moment de 40% de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et donc, comment ça fonctionne? Bien, vous voyez que vous avez donc une courbe de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la courbe bleue, la hachurée, qui diminue petit à petit. Et disons qu'on va forcer la main des réductions d'émissions en mettant en place des budgets carbone. Donc, des budgets qui tous les 4 ans,
vont fixer un plafond maximal d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, vous avez, de la même manière que vous avez un budget en euros, là, l'idée, c'est de vous dire, vous avez un budget carbone, donc entre 2019 et 2023, aujourd'hui, en moyenne, en France, on ne doit pas dépasser le plafond de 422 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Voilà. Et donc, ce budget, évidemment, il va être réparti de la même manière que au niveau individuel, on va répartir son budget. Là, ça marche de la même façon. Hein, donc, on a un budget à distribuer, donc c'est 422 millions de tonnes. Il va falloir distribuer ce budget entre les émissions liées à l'agriculture, les émissions liées à la production d'énergie, aux déchets, aux bâtiments, au transport, à l'industrie et potentiellement, on voit que les ronds ne sont pas de la même couleur pour le forêt, bois et sol, y compris pour les déchets aussi. Donc, la capacité aussi à absorber des émissions de gaz à effet de serre. Hein, donc, concrètement, je reviens sur la diapo précédente. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour atteindre les objectifs nationaux et européens, il faudrait s'embarquer dans une réduction de l'ordre de 5% par an en moyenne des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre donc un minimum d'émissions d'ici 2050. Et dans le même temps, l'idée aussi, c'est pourquoi pas de commencer à contribuer à l'absorption pour que d'ici 2050, tout soit mis en place pour que la neutralité carbone soit atteinte. Hein, donc ce terme d'absorption ou neutralité a un sens au niveau collectif ou territorial. Après, une entreprise, une enseigne va contribuer à cette neutralité. Donc voilà, l'objectif, c'est que chacun d'entre nous y contribue au niveau individuel, au niveau en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, disons qu'à tous les niveaux vous savez bien, le sujet du climat est par essence diffus et disséminé et se travaille à tous les niveaux. Voilà. Alors, je viens de vous dire, globalement, l'objectif, c'est de réduire de 5% par an. Pour autant, il y a des secteurs sur lesquels il va être plus facile d'agir et d'autres sur lesquels ce sera plus compliqué. Donc, en moyenne, on va tomber sur 5%. Pour autant, on ne va pas pouvoir produire les mêmes efforts partout. Hein, si on prend, par exemple, là, on est encore une fois sur le cas de la France, on voit qu'en France, entre 1990 et 2015, sur le secteur industriel, les émissions ont été réduites de 44%. Alors, bon, il faut bien avoir en tête que derrière, il y a eu des délocalisations, il y a eu aussi de l'efficacité énergétique, il y a tout un tas de facteurs qui ont permis de faire ça. Mais en tout cas, on a eu une réduction substantielle des émissions nationales liées à l'industrie. Et donc, on voit bien qu'il y a une tendance, donc l'idéal, en tout cas dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, c'est de tendre vers 16 millions de tonnes équivalent CO2 d'ici 2050. Hein, c'est les petits pointillés orange. Et donc, si on ne s'engage pas dans des budgets carbone et dans des actions qui vont être suffisamment ambitieuses, donc en tout cas, si on ne fait pas grand-chose, si on s'en tient aux mesures existantes, on va rester sur les petits pointillés en gris et avec une stabilisation jusqu'en 2050. Alors, je continue tant qu'il n'y a pas de questions. J'en avais une question, Oui, excusez-moi. allez-y. Quand vous dites que 17% d'émissions ont été réduites grâce à l'industrie, c'est parce qu'il y a eu des délocalisations. Alors, oui, le problème… C'est pas forcément un engagement qui a eu de la part de l'industrialisation. Alors, vous avez raison. Et encore une fois, là, on remonte. Là, c'est un travail qui est fait a posteriori.
et on remonte jusqu'en 1990, on a bien en tête que la première stratégie bas carbone, elle a été publiée en 2015. Donc, c'est un constat qui a été fait. Et on a aussi, surtout en tête, et ça c'est un point très important, les limites. Alors, je voulais y venir, mais je vais répondre à votre question, c'est très bien. On a en tête les limites de la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire au niveau d'un territoire, et c'est là où la comparaison s'arrête avec vos enseignes, au niveau d'un territoire, on travaille en inventaire. C'est-à-dire qu'on se focalise uniquement sur le scope 1, sur les émissions directes. C'est-à-dire que là, on va voir toutes les émissions qui ont été générées physiquement sur le territoire français. En revanche, l'impact de nos importations, par exemple, tout ce qui a été produit en Chine et qu'on a fait venir en France, n'est pas illustré sur la stratégie nationale bas carbone. Donc, ça fait quand même un gros trou dans la raquette. Alors, aujourd'hui, justement, il y a des travaux et des outils qui sont mis en place pour pallier à ça, notamment des systèmes de taxes carbone aux frontières, ce qu'on appelle les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Ça fait partie du Green Deal, ça fait partie du paquet d'actions au niveau européen qui vont viser à réduire les différences entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe hors de l'Europe. Mais vous avez raison, il y a un effet, disons, structurel, conjoncturel, qui fait que les émissions liées à l'industrie, elles ont fortement diminué. Mais tout ça, alors, et donc c'est pas, vous voyez, on voit bien que ça va pas être si facile que ça de les réduire au bout du compte, surtout dans une tendance à la relocalisation. En revanche, si on passe sur un autre secteur, alors je ne vais pas tous les faire, les secteurs. Je me focalise uniquement sur 2 secteurs, l'industrie et l'agriculture. Sur un secteur comme l'agriculture, on voit que pour le coup, alors là, c'est pas délocalisable. Là, c'est évidemment directement les émissions qui sont générées sur le sol français. On voit bien que sur 25 ans, entre 90 et 2015, on a 5% d'émissions au total. Donc là, dire qu'on va réduire de 5% par an, comme ça, d'un coup de baguette magique, ça paraît très, très compliqué. Donc là, l'objectif, il est plutôt de l'ordre déjà de 3% par an, ce serait déjà énorme. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, il y a des sujets comme l'agriculture où la réduction va être complexe, des sujets comme le bâtiment, comme l'efficacité énergétique, où il y a encore beaucoup de marge de manœuvre et où on peut dépasser les 5, 6, voire 7% de réduction par an. Donc au final, il faut pouvoir, en tout cas, se fixer un cap commun, évidemment. Alors, globalement de 5%, et après de voir dans quelle mesure chacune des activités, en l'occurrence là pour finir sur la stratégie nationale, chacune des orientations sectorielles va pouvoir contribuer au final à cet objectif commun. On fixe comme ça, en fonction des leviers de chaque secteur, des objectifs ambitieux mais atteignables, qui vont être différenciés en fonction, encore une fois, de la capacité d'action. On voit bien qu'entre l'agriculture et l'industrie, c'est différent. Et derrière, on va décliner un certain nombre d'orientations qui sont connues et qui sont… Voilà, encore une fois, je fais référence au rapport du GIEC. Les solutions, on les connaît. Aujourd'hui, alors, il y a des questions financières, évidemment, mais il y a surtout une volonté politique pour embarquer tout le monde dans cette transformation. Donc, je passe rapidement sur… Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des axes, mais de toute façon, je pense que Séverine vous transmettra le support. Alors, s'il n'y a
Pas d'autres questions, je vais avancer. Donc le pourquoi donc d'une stratégie bas carbone, on l'a vu, tout un tas de raisons existentielles et de gestion des risques dans un monde en forte tension. En quoi ça, et puis donc maintenant, la question c'est en quoi ça consiste. Alors si on le fait de manière très très sommaire, on peut faire le lien entre la stratégie nationale bas carbone et votre stratégie bas carbone, en se disant, voilà, au niveau national, au niveau européen, on a un objectif général qui est de l'ordre de moins 5% par an. Moi, dans mon enseigne, moi, dans mon entreprise, dans quelle mesure je peux contribuer à cet effort collectif, donc en fixant des objectifs qui vont globalement être de cet ordre-là. Et donc, on va décliner comme ça des objectifs à court, moyen, long terme. En l'occurrence, en général, ça se fait tous les 4-5 ans. On a vu qu'au niveau national, il y avait des budgets carbone qui portaient sur une durée de 4 ans. C'est globalement 4-5 ans, voilà, c'est l'ordre d'idée pour se fixer des objectifs intermédiaires, parce que évidemment, se fixer un objectif à 2050, c'est un peu loin. Et donc cet objectif global, général, ensuite la deuxième étape, au niveau de son enseigne, de son entreprise, c'est de se dire, eh bien, comment je vais identifier les capacités d'action de chacun des postes prioritaires, de chacun des secteurs prioritaires, donc en fonction des leviers disponibles, des moyens disponibles et de l'impact évidemment de chacun des postes. Et à partir de là, on sait que c'est encore une fois plus facile d'intervenir. En tout cas, il y a plus de marge de manœuvre sur l'isolation des bâtiments, sur l'efficacité énergétique, sur la lutte contre le gaspillage, que sur, par exemple, la capacité d'action de la réduction des gaz à effet de serre dans l'agriculture. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, en quoi ça consiste? Eh bien, une stratégie, le tableau de bord général d'une stratégie bas carbone au niveau d'une entreprise, ça peut ressembler à ça. Alors, à la différence, donc ça va globalement ressembler à ce qu'on voit au niveau national, à la différence près qu'au niveau national, on va travailler sur les émissions directes, sur l'inventaire de ce qui se passe au niveau du territoire français, parce qu'on va pas compter des doublons avec ce qu'on a importé. Alors, je pense que on y reviendra, mais le prérequis d'une stratégie bas carbone, c'est d'avoir fait un bilan gaz à effet de serre. Là, l'idée, c'est évidemment d'avoir fait un bilan gaz à effet de serre sur l'ensemble des périmètres, sur les émissions directes et indirectes, sur le scope 1, 2, 3. N'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas clair pour certains d'entre vous. Et donc, ce bilan, il a été fait plus globalement sur nos émissions directes, mais aussi sur l'amont, le scope 3 amont, sur l'aval, sur le scope 3 aval. Et donc, par rapport à cette empreinte carbone générale, on identifie les postes significatifs, on identifie les marges de manœuvre et on voit dans quelle mesure on va pouvoir contribuer. On aura une capacité d'influence ou une capacité d'action pour décliner cette stratégie bas carbone, avec des objectifs à court, moyen, long terme et avec évidemment des moyens humains, techniques et financiers qui sont mis à disposition. Ça c'est le point crucial. Voilà, c'est pas juste allez, on y va et on fait moins 5% par an. Il y a évidemment tout un il y a des moyens à mettre en face. Ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Donc voilà une façon de répondre à la question en quoi ça consiste. Ça consiste globalement à ce type de tableau de bord.
si on va sur le site de l'ADEME que j'ai évoqué tout à l'heure, bilanges.adem.fr, la réponse à la question en quoi ça consiste, elle est présentée comme ça. Hein, stratégie bas carbone d'une organisation, eh bien, le prérequis, c'est de savoir d'où on part, évidemment, de répondre à la question « Où en êtes-vous ?» Donc ça va être l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, encore une fois, sur un bilan global. Donc, c'est votre bilan GES que vous avez fait via la méthode bilan carbone, GHG protocole, ISO 14069 ou toute autre méthode, sachant que globalement, elle se ressemble quand même assez fortement. Donc, c'est le prérequis, c'est la base. Vous allez ensuite développer une stratégie bas carbone, donc de la même manière que vous développez une stratégie RSE, hein, stratégie, politique, déploiement opérationnel, pratique managériale. Donc, comment on décline ça à tous les niveaux dans l'organisation. Donc, sauf que là, le sujet, c'est un focus sur la question, sur les questions climat-énergie. Hein, alors, quand on dit stratégie bas carbone, oui, aujourd'hui, on peut aussi plutôt parler de stratégie de climat parce qu'on va y intégrer des stratégies pas seulement de bas carbone et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'adaptation aux conséquences du changement climatique. Donc, ça va être une vision un peu plus élargie. Donc, on développe cette stratégie, on va mettre en place et suivre un plan d'action et potentiellement, on peut évaluer sa stratégie à travers un outil qu'on va revoir à la fin de l'atelier, donc qui s'appelle ACT et qui est d'autant plus intéressant qu'il se décline pour la grande distribution, enfin pour le retail, en considérant que le secteur du retail est un secteur incontournable et prioritaire sur les questions d'action climat. Alors ça, c'est une façon de présenter les choses sur le site de l'ADEME. Alors moi, je vous propose une autre façon, mais qui ressemble évidemment et qui va faire le lien avec la stratégie bas carbone, nationale bas carbone qu'on a vu tout à l'heure. Mais dit autrement, la première étape, c'est d'avoir fait son bilan GES pour réussir, donc à travers cette première photographie, à définir là où on en est aujourd'hui à un instant T, quelle est notre année de référence, quelle est notre situation de référence, que ce soit en 2018, 2019, 2020, enfin, en tout cas, vous choisissez votre année de référence. La deuxième étape va être de se fixer un cap, de se fixer un objectif pour se répondre à la question vers où on va, à court, moyen, long terme. Donc, sachant qu'on a déjà des objectifs qui sont clairement définis par les scientifiques. On va y revenir. Ensuite, évidemment, on va décliner un plan de transition. Donc, ça ressemble à ce que vous avez vu tout à l'heure, dit autrement et illustré autrement. Je continue s'il n'y a pas de questions, encore une fois. Alors, ça va pas trop vite? Non, je continue. Très bien, merci. Merci. Je vais pas. Excusez-moi, Oui. Jean-François. Est-ce que certains déjà ont eu je sais pas, des difficultés, des freins à cette étape-là? Enfin, est-ce qu'il y a des réactions, des témoignages par rapport au lancement Non? Non, pour Sephora, par exemple, on en est typiquement, on a fait notre bilan carbone, on s'est fixé l'année de référence, on en est à la définition du plan d'action, des objectifs pour effectivement voir ce qui est le plus pertinent pour diminuer notre empreinte carbone et en même temps que ça fasse du sens par rapport à notre enseigne, quoi. Et du coup, par rapport à la définition de l'année de référence, vous l'avez fait sur la base de quoi? Alors, on l'a fait sur la base d'une année business as usual,
enfin une année, pas l'année par exemple 2020 ou 2021, donc on s'est basé sur une année de référence qui est 2019 pour qu'elle reste cohérente et qu'on ne parte pas sur une année de référence, une année de référence un peu bancale, quoi. Donc voilà, donc on part sur cette année de référence-là pour évidemment que ça fasse du sens. Voilà. Exactement. C'est vrai que les années Covid ne sont pas forcément très représentatives. On est bien d'accord. Ok, ben, merci pour votre retour. Alors, mon propos n'est pas de rentrer dans le bilan gaz à effet de serre. Alors, je suis formateur bilan carbone à l'Institut de formation carbone. Je pourrais vous en parler des heures, mais ce n'est pas le sujet. Juste quand même 2-3 petites choses pour rappel, mais je pense que la majorité d'entre vous le savent. Donc, il y a une obligation aujourd'hui réglementaire sur la réalisation de BGES, de BGES réglementaire pour les entreprises de plus de 500 salariés en France, réalisation à faire tous les 4 ans, avec non seulement le plan d'action, donc le bilan, le plan d'action scope 1 et 2, alors bientôt scope 3 significatif via la loi climat, mais on l'attend encore sur le décret d'application, et plan de transition aussi obligatoire. Alors c'est un peu oublié parfois, mais il y a un plan de transition qui est obligatoire et qui est à mettre aussi et à publier pour les entreprises obligées. Juste peut-être pour rappel, parce que c'est pas forcément bien clair pour tout le monde. Donc depuis la loi de finances 2020, donc il y a une obligation d'un bilan climat simplifié pour les entreprises de 50 à 500 salariés qui ont bénéficié d'aides publiques dans le cadre de la période Covid, via le plan de relance ou via des prêts garantis par l'État. Donc, si vous êtes une entreprise de cette taille qui n'était pas obligée jusqu'à présent et qui a pu bénéficier d'une aide de l'État, prêt garanti, donc PGE ou plan de relance, vous avez donc maintenant une obligation de rendre des comptes à minimum. Alors, c'est sur le scope 1, sur une partie du scope 1, mais en tout cas, il y a une obligation d'une comptabilisation environnementale à mettre en place. Et donc, c'est le lien que vous voyez, la bilan climat simplifié adem.fr, qui est un site qui a été mis en ligne il n'y a pas longtemps. Et pour finir aussi, alors le bilan carbone est obligatoire pour les plus de 500, donc il n'y a pas de soutien financier de l'ADEME dans ce cas-là. Pour autant, donc peut-être que certains d'entre vous sont aussi au courant. Donc il y a un outil qui s'appelle le DIAC Décarbonation qui est déployé par BPI et qui apporte un soutien financier pour les entreprises de 50 à 500 salariés. Vous avez entre 40 et 60% d'aide financière pour la réalisation de votre bilan à partir de votre bilan carbone, donc de votre diagnostic décarbonation, mais ça y ressemble fortement à partir du moment où vous passez par ce biais. Alors, donc, ça, c'est la première partie, le bilan carbone, le prérequis, comme nous l'a dit la personne de Sephora. Donc, l'important, c'est d'avoir une année de référence qui soit représentative. Donc, on va éviter l'année du Covid et à partir de laquelle on va se dire, voilà ma situation de référence. Et à partir de là, je mets en place les actions, les moyens pour réduire mes gaz à effet de serre avec des objectifs brut, en données brutes, et des objectifs relatifs également, parce que mon périmètre va pouvoir évoluer. Donc, on va pouvoir apporter ça à l'euro de chiffre d'affaires ou aux équivalents temps plein ou à tout autre ratio qui sera représentatif de votre activité. Donc, la première étape, le prérequis, la photo. La deuxième étape, c'est la question de l'objectif, où on va. Alors, je pense aussi que ça doit parler à certains d'entre vous. De plus en plus, les entreprises s'engagent officiellement, publiquement,
via les Science-Based Targets. Hein, les Science-Based Targets, donc vous avez le lien, c'est on va dire un collectif avec notamment le CDP, donc le Carbon Disclosure Project, qui est un organisme de référence sur le climat au niveau international, un organisme anglais. Vous avez le WWF, vous avez le World Resource Institute, vous avez voilà, un certain nombre d'acteurs derrière tout ça qui déclinent les accords de Paris, qui déclinent les travaux du GIEC pour dire, ben voilà, vous en tant qu'entreprise, si vous voulez prendre des engagements, des objectifs ambitieux, eh bien, voici, donc il faut se baser sur il faut des objectifs qui vont être basés sur la science. De mémoire, l'année dernière, il y a 12 mois précisément, il y avait un peu plus de 1000 entreprises qui s'étaient engagées dans ce système. Donc là, ça a été multiplié par 2 en moins d'1 an. Et ça risque de s'affoler encore plus parce que vraiment, c'est une tendance forte. Alors, en quoi ça consiste ? Disons que le truc, c'est que au lieu de se dire en interne ou de le publier, disons, de manière... au lieu de se dire, ben voilà, nous, on s'engage à 5% par an ou on s'engage à moins 30% ou moins 40% ou moins 50% d'ici 2030, on va publiquement on va publier des engagements, des objectifs sur le site Science-Based Target et ces objectifs vont être validés, revus par des tiers qui vont vérifier si vos objectifs sont suffisamment ambitieux et cohérents avec les accords internationaux. Et à partir de ce moment-là, disons l'intérêt, c'est que vous vous êtes engagé sur ces objectifs et il y a un portage politique officiel qui, idéalement, doit se mettre en place derrière. Je passe s'il n'y a pas de questions, mais c'est une façon de faire. Évidemment, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez très bien vous fixer des objectifs entre vous, entre guillemets, dans votre coin, il n'y a pas de souci, mais ça permet de les officialiser. Évidemment, le troisième point, ça va être de déployer, de décliner ce plan de transition bas carbone. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de la loi énergie-climat donc de 2019, on a depuis 3 ans, au-delà de l'obligation pour les plus de 500 de publier leurs émissions de gaz à effet de serre à minima sur le scope 1 et 2, donc l'obligation de publier un plan de transition avec l'ensemble des actions et des moyens qui vont être mis en place pour atteindre les objectifs bas carbone. Donc tout ça, ça sort du site et encore une fois du centre de ressources officiel bilan-GES-ADEME.fr. Bon, alors, donc là, je vous ai présenté les grandes lignes. Alors maintenant, sur la question du comment on déploie tout ça, je vais essayer d'attirer votre attention sur deux, trois petits retours d'expérience ou points limites ou freins ou opportunités aussi, sachant qu'évidemment, le 3 mai, donc, les mousquetaires et Bureau Vallée auront l'occasion de rentrer aussi plus dans l'opérationnel sur ces questions-là. Alors, comment on déploie ça ? Déjà, on garde en tête, et c'est évidemment très important, on garde en tête cette logique de la stratégie nationale, parce que quelque part, hein, je vous le rappelle, notre idée, c'est à travers cette stratégie bas carbone, il y a 2 choses. Il y a d'une part, comment je vais contribuer en tant qu'organisation à l'effort climatique, hein, comment je vais apporter ma contribution. Et donc, je m'inspire de ce qui se fait et des objectifs internationaux, européens, nationaux. Et ça passe par une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est bien ce qu'on voit dans un graphique qui se réduit progressivement jusqu'en 2050.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est vraiment importante, c'est qu'on est vraiment dans une logique de phasage, parce que, évidemment, 2050, c'est loin. On sera très âgé en 2050, en tout cas la plupart d'entre nous. Et donc, voilà, c'est bien de se fixer des objectifs intermédiaires, ce que je disais tout à l'heure, idéalement tous les 4 ou 5 ans. Et on est vraiment dans une logique de boucle avec un phasage qui, au niveau national, correspond à ces fameux budgets carbone et au niveau d'une entreprise peut aussi être mis en place de cette manière-là, en se disant, voilà, sur les 3 ou 4 ou 5 prochaines années, on se fixe tels objectifs, on met en place tels moyens, on va piloter de cette manière-là, on va décliner nos objectifs sur le transport et la logistique, sur les achats, sur le marketing et notre capacité à changer les comportements des consommateurs. Donc voilà, on va se fixer comme ça des objectifs très opérationnels sur une période de 4 ans ou 5 ans, et on va décliner pour autant des objectifs aussi globalement tous les 5 ans et jusqu'en 2050. Voilà, donc c'est vraiment une question de phasage. C'est ça qui est important. Et idéalement, tous les 4 ans, on refait le point et on évalue si on va dans le bon sens, si on y va suffisamment vite, si tout ça est cohérent avec notre capacité. Alors évidemment, avec notre pérennité économique, on va le garder en tête, et aussi avec notre capacité à pouvoir anticiper et vivre dans un monde bas carbone. Donc sur la question du comment on déploie, encore une fois, le phasage est crucial. Ce qu'on va garder en tête aussi, c'est qu'on parle de bas carbone, on parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, le sujet, il n'est pas que là. Et il est surtout. Il n'est pas que là. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu passer les scénarios transition 2050 de l'ADEME, qui ont été publiés il y a pas longtemps. On sait bien qu'il ne s'agit pas juste de mettre en place des actions, c'est pas juste un pari technologique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi et surtout un pari sociologique. C'est de la conduite du changement, c'est de la gouvernance, c'est une capacité à conduire ce changement, et c'est un tout. Donc là, pour le coup, il y a vraiment, et c'est des retours d'expérience, encore une fois, ça fait 18 ans qu'on travaille sur ces questions climat. Il y a quelque chose qui est bien identifié dans le nouveau guide, la méthode que j'ai évoqué tout à l'heure. Attention à bien garder en tête 3 enjeux quand on déploie une stratégie bas carbone. C'est l'enjeu de la gouvernance, c'est comment on va porter le sujet, alors évidemment avec le comité de direction, mais comment on va réussir à embarquer tout le monde. Donc ça va passer par Donc, ce n'est pas que des actions de « je réduis mes émissions de gaz à effet de serre », il y a tout un tas de travail, de sensibilisation, de montée en compétences, de capacité à porter ce sujet à travers un comité de direction, avec des ambassadeurs, avec des relais. Et là, vraiment, ça doit faire partie du plan de transition. Ce n'est pas que de la réduction CO2, je souligne et je maintiens, et voilà, parce que vraiment, c'est souvent le point qui est un peu mis de côté, malheureusement, mais c'est crucial, évidemment. Alors, il y a un enjeu opérationnel pour décliner ça dans tous les métiers, parce que vous l'avez compris, tout le monde doit y contribuer, mais la capacité d'influence, la capacité d'action n'est pas forcément la même partout. Et évidemment, il y a un travail de communication, d'influence, de capacité à embarquer en interne autour de ces questions de déploiement de la stratégie. Donc, voilà. Donc c'est pas que du bas carbone. J'espère que le message passe, et évidemment, je pense que la plupart d'entre vous sont au courant de ça. Alors, pour autant,
Toujours pas de questions, j'avance. Donc, si on revient, si on se focalise, on va revenir sur les questions bas carbone et réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais on ne se focalisera pas que là-dessus. Il y a des outils qui sont intéressants. Là, ce sont des bonnes pratiques à garder en tête. Je vous ai dit, donc, on va déployer une stratégie bas carbone, on va se fixer des objectifs à court, moyen, long terme, on va déployer un plan d'action et on peut avoir, par exemple, un formalisme de ce type qui est proposé par l'association Bilan Carbone. Ce sont des outils qui font partie du package Bilan Carbone, où on va caractériser le type d'action, par exemple, mettre en place des circuits courts, faire appel à des fournisseurs au plus proche des ressources. On décline donc évidemment en quoi consiste l'action, le responsable, le budget. Je remets une couche là-dessus, super important. Bon, ça, c'est de la gestion de projet assez classique, mais disons que c'est une façon de décliner ça pour cadrer et structurer un plan d'action dans le cadre d'une stratégie bas carbone. Donc, encore une fois, vous aurez le support, vous pourrez vous en inspirer si ça vous intéresse. Il y a un point qui est intéressant aussi. Alors, ce qui fait encore le lien avec la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est l'outil Quanti-GES. Alors, l'outil Quanti-GES, on va dire qu'il est assez lourd à mettre en place et il va se concentrer sur les principales actions qui sont structurantes pour vous. Donc, une fois que vous avez fait votre bilan carbone, que vous avez décliné vos objectifs, vos plans d'action et que vous avez fixé les axes prioritaires, vous allez pouvoir potentiellement aller plus finement dans le détail pour quantifier au sens large l'impact gaz à effet de serre d'une action de réduction d'émissions. Donc, ça va vous permettre de dire, d'évaluer l'impact, de mesurer l'impact. Ça, c'est essentiel. En disant, voilà, si je n'avais pas fait cette action, j'en serais là. Et grâce à cette action, j'ai réussi à générer des réductions en termes à éviter des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, la variation entre le scénario de référence sans mise en œuvre de votre action et la mise en œuvre de l'action va permettre d'évaluer l'impact gaz à effet de serre de votre action. Alors, il y avait non, j'avais l'impression d'entendre, c'est des micros qui sont peut-être pas bien fermés. Donc là, on voit bien la logique. On met en place un système on met en place des actions et on évalue l'impact et on mesure l'impact de cette action. Alors, pourquoi je vous parle de cet outil? Parce qu'il va véritablement dans le détail, dans la mesure où on va essayer de construire, de détricoter toutes les conséquences qui peuvent être impactées par une action. Donc, vous avez un certain nombre de fiches exemples qui sont disponibles sur le site Bilan GES de l'ADEME. Par exemple, il y a un petit sujet d'actualité qui avait été mis en place il y a quelques années dans le département de Saône-et-Loire. C'était en 2015, il y avait une expérimentation qui avait été faite pour évaluer l'action « Je développe des conférences visio ». Donc, c'est un truc qui est un peu d'actualité, en tout cas qui a été d'actualité pendant le Covid. Et donc, le fait de développer ces visios, ces conférences web, et d'ailleurs, c'est ce qui nous écoute, c'est ce qui nous occupe ce matin en direct. Donc, évidemment, la première chose qu'on va avoir en tête, c'est que ça va nous permettre de réduire nos déplacements professionnels. Donc là, moi, je vous parle depuis le Loir-et-Cher à Vendôme. Alors j'aurais pu vous inviter chez moi, mais on aurait pu se retrouver à Paris, mais en tout cas, ça aurait généré un certain nombre de déplacements.
Donc, évidemment, le fait de mettre en place cette conférence téléphonique web va réduire les consommations de carburant et l'impact lié à la voiture, au train, voire à l'avion. Et évidemment, donc là, c'est la conséquence première. Mais on peut aussi se dire que, en contrepartie, il a peut-être fallu s'équiper un peu mieux de casques, de systèmes informatiques qui soient plus costauds. Vous avez déployé peut-être des solutions de télétravail auprès de vos salariés. Vous avez installé la fibre, vous avez mis en place tout un tas d'équipements, d'achat de produits et de services dédiés qui vont avoir aussi de leur côté un impact en termes de gaz à effet de serre. Et donc, ce type d'outil quanti-GES, dont on est encore là-dessus, va véritablement aller dans le détail pour voir quelles sont toutes les conséquences de la mise en œuvre d'une action. Et au final, ça va nous permettre de dire, eh bien, oui, la visio, ça a réduit là c'était sur l'exemple du département de Saône-et-Loire. Donc oui, la visio a permis ou va permettre de réduire de 4,3 tonnes équivalent CO2 par an les émissions de gaz à effet de serre. Pour autant, il va falloir qu'on équipe nos salariés, nos services, et donc ça va avoir un impact lié à la fabrication des équipements. Il y a aussi de la production de déchets, d'équipements électriques, électroniques. Donc du coup, ce n'est pas uniquement moins 4,3, il y aura un impact dans l'autre sens qui va être de 0,9 tonnes. Donc au final, l'impact de l'action gaz à effet de serre va avoir un total de 3,4 tonnes de CO2. Voilà, donc un exemple assez simple autour de ce développement de conférences web, mais si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller voir sur ce fameux site bilan GES de l'ADEME qui décline pour un certain nombre de secteurs des fiches comme ça, des fiches actions, où on va… Alors, évidemment, on ne va pas le faire pour chaque action, parce que c'est un peu lourd. Pour autant, ça permet vraiment de se poser des bonnes questions et d'aller dans le détail d'actions qu'on juge comme étant structurantes ou prioritaires. Et en plus, il y a une nouvelle version qui vient de sortir, il y a quelques semaines. Et c'est gratuit. Donc, voilà tout un tas d'arguments qui peuvent vous pousser à aller voir ce qui se passe. En termes d'outils, est-ce que vous connaissiez ces outils? Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous utilisez d'autres outils? Est-ce que vous pourriez partager un petit peu sur votre expérience sur le sujet des outils? Vous les connaissiez? Vous connaissez d'ailleurs? Ils sont tous allés voir les fiches. C'est ça, vous êtes tous partis sur Internet. Non, mais c'est hyper intéressant. Enfin, c'est vrai qu'on ne pense pas assez à l'impact en fait, des nouvelles technologies qui ont quand même un impact pas des moindres, les serveurs, etc. Bon, là, je ne suis pas sûre que ça soit complètement pris en compte. Là, on a peut-être effectivement juste pris en compte l'achat des produits et services dédiés, mais est-ce qu'on a pris en compte là-dedans les serveurs enfin, vous voyez, toute la chaîne technologique qui sert justement à nos visios. Après, évidemment, vous avez raison. Là, on a fait un exemple alors qui n'est pas forcément très simplifié, mais qui pourrait être encore plus détaillé, d'autant qu'aujourd'hui, le sujet de l'impact du numérique est sur le devant de la scène. C'était quelque chose qui n'était pas forcément bien évalué il y a encore quelques années, mais évidemment, on se rend compte de l'impact de ce secteur. Et le fait d'aller comme ça dans ce niveau de détail et de se poser des questions sur les conséquences de nos actions et leurs effets en cascade va permettre potentiellement de contrecarrer des fausses bonnes idées, où on se dit, oui, attention… Voilà, attention, ouais, on a souvent entendu il y a quelques années,
n'imprimez pas ou imprimez recto verso. Voilà, exactement. Il ne faut pas mais, imprimer, vous êtes écologique si vous ne faites plus d'impression papier, alors qu'en fait, il est prouvé que si vous ouvrez un document plusieurs fois sur votre ordinateur, l'impact est plus important que d'imprimer ce document et ensuite de le feuilleter autant de fois que vous voulez. Donc, effectivement, voilà. il y a des fausses bonnes idées. Mais bon, l'exemple du déploiement, c'est top, quoi. C'est exactement ça. C'est très concret. En tout cas, voilà, ça permet vraiment d'aller dans le détail d'un déploiement. Mais, et de contrecarrer des fausses bonnes idées. Je voulais poser une question. La différence entre les CO2 réduits et évités. Oui. Je ne comprends pas quelle est la différence parce que finalement, si on ne fait pas une action, on est en train d'éviter des émissions en même temps. Alors, en fait, on va le revoir tout à l'heure à travers la méthode Net Zero Initiative. Alors, je vois qu'il est déjà 11h moins 20, on n'aura pas forcément d'aller dans le détail de tout. Mais disons que les réductions de gaz à effet de serre, c'est ce que… Alors, attendez, je reviens sur ce graphique. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est la ligne bleue, la courbe en bleu. Donc, votre objectif, ce sont les émissions évitées, c'est de réduire petit à petit. Vous avez une année de référence en 2019, donc en 2020, vous allez essayer de faire moins 5%, 2021, moins 5%, et ainsi de suite. Donc, ce sont vos réductions d'émissions. Le vert sont les émissions absorbées. Donc, ça, ce sont les puits de carbone. Et les émissions évitées, ce qu'on considère comme émissions évitées, souvent, c'est le fait d'avoir mis en place une action va permettre d'éviter des émissions de gaz à effet de serre chez les autres. Par exemple, je ne sais pas, vous distribuez, vous commercialisez des vélos. Okay. Vous allez pouvoir réduire l'impact des vélos en faisant de l'éco-conception. Donc, vous allez réduire les émissions de CO2 du vélo. Mais le vélo, une fois qu'il va être utilisé, il va éviter du CO2 parce qu'on va l'utiliser à la place de la voiture ou du train ou de je ne sais quoi. Ok, donc ça ressemble plutôt au nouveau scope 4. Oui, on peut l'appeler. Alors, ouais, mais alors pour moi, c'est le pilier B du Net Zero Initiative. Voilà, mais on va y revenir. Je vais vous montrer. Merci. Je vous en prie. Alors, donc, on était là-dessus. Juste, encore une fois, hein, je vous donne des billes pour aller creuser un peu plus loin et on a 1h30 pour un sujet qui pourrait nous tenir 3 jours. Il y a des outils qui sont aussi intéressants au niveau de l'association Bilan Carbone et qui reprennent le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure en disant OK, c'est une stratégie bas carbone, mais il n'y a pas que le bas carbone. Je vous parlais tout à l'heure des enjeux de gouvernance, des enjeux de communication, et finalement, et on a vu tout à l'heure aussi les effets en cascade de la mise en place d'une action, hein, le fait les conséquences qui peuvent être induites par la mise en place d'une action. Ce qui est intéressant de garder en tête, c'est, vous voyez qu'il y a différents enjeux. Au-delà de l'atténuation, la réduction des gaz à effet de serre, donc il y a l'enjeu de l'adaptation aux conséquences du changement climatique, il y a des enjeux de financement, il y a des enjeux de communication qui vont être en lien de manière beaucoup plus transversale avec tout un tas de sujets. Et donc, dans le fichier là, que je vous évoque sur la droite, le guide qui s'appelle la redéfinition de l'action de transition bas carbone, on va notamment essayer de se poser toutes ces questions, en tout cas pour les actions les plus structurantes, encore une fois, c'est au-delà du bas carbone qu'on a vu tout à l'heure, là, dans Quanti-GES, c'est est-ce que mon action elle va permettre aussi d'anticiper les risques juridiques et réglementaires? Est-ce qu'elle va permettre d'adapter mon modèle économique? Vous voyez toutes ces questions là d'image de marque, d'image auprès des investisseurs, du grand public, d'opportunités, de sensibilisation, d'éducation.
toutes ces questions qui font que, évidemment, on est sur un projet transversal et voilà, stratégie bas carbone, ok, mais avant, évidemment, tout ça est cohérent et en cohérence avec non seulement la stratégie RSE, si vous en avez déployé une, et évidemment, dans tous les cas, la stratégie de l'entreprise et de l'enseigne. Alors, je vais répondre à la question d'Amanda d'une autre manière par rapport à tout à l'heure. Là, il y a encore un autre outil, c'est le dernier, enfin c'est l'avant-dernier, qui permet de présenter les choses aussi, mais c'est vraiment de plus en plus utilisé dans le déploiement d'une stratégie bas carbone. C'est bien garder en tête les différents sujets. C'est globalement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez en tête, vous gardez en tête le schéma de la stratégie nationale bas carbone. Donc, la courbe qui descend progressivement là, à moins 5% par an, c'est votre bilan carbone, en gros. C'est votre pilier A. C'est votre capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre chez vous, vos émissions directes, scope 1, et chez les autres dans la chaîne de valeur, en amont et en aval. Donc, sont les émissions indirectes. Donc, ça, c'est le pilier A en bleu. Donc, c'est le bilan carbone et la réduction progressive année après année de votre impact carbone lié à vos émissions directes et indirectes, à votre scope 1, 2, 3. On a le pilier C. Donc là, on l'a vu aussi, c'était le schéma en vert avec la capacité d'absorption à travers des puits de carbone. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, dans le cadre de votre stratégie pour participer à l'absorption, par exemple en finançant des projets de séquestration qui vont être labellisés bas carbone, par exemple. Et au milieu de tout ça, on a un autre sujet, c'est finalement, est-ce que à travers les produits et les services que vous mettez sur le marché, est-ce que vous participez à l'effort dans la lutte contre le dérèglement climatique? Et là, c'est l'exemple des vélos, où oui, je mets sur le marché des vélos, eh bien, je mets à disposition des solutions qui vont permettre de réduire les émissions des autres. Et c'est là qu'on parle des émissions évitées. Donc, on a les émissions réduites, le pilier A, les émissions évitées, le pilier V, et les émissions négatives, le pilier C, ou absorbées. Alors, il est 10h45, j'espère que vous aurez peut-être des questions à la fin. On va faire un petit détour par le retail. Alors, j'ai repris... Je suis allé me balader sur le site de Génération Responsable du collectif et j'ai lu ce paragraphe avec intérêt. Donc, les entreprises du commerce organisé détiennent un rôle majeur dans la transition écologique et ils ont un effet de levier remarquable. Alors oui, et complètement d'accord. Et d'ailleurs, c'est donc ce rôle de la distribution, il est crucial. Donc, dit en d'autres mots, donc vous servez d'interface entre les fournisseurs en amont et la capacité des consommateurs à changer de comportement. Donc, du point de vue du climat, vous avez un rôle essentiel. Et ce rôle essentiel, il a été notamment mis en avant dans le cadre de ACT. Alors, ACT, c'est avant d'arriver sur le retail, donc c'est un outil qui a été développé en marge de la COP21, donc qui a été présenté fin 2015 par l'ADEME et par le CDP, dont j'ai parlé tout à l'heure dans le cadre des Science Based Targets. Et donc, ces deux organismes français et britanniques qui font référence sur les questions climat au niveau international, on dit, voilà, il y a des objectifs et une feuille de route à travers les accords de Paris qui se déclinent au niveau des États. Qu'en est-il au niveau des secteurs
des secteurs d'activité, des secteurs économiques. Et donc, il y a 3 secteurs qui ont été jugés prioritaires à partir de 2015-2016. C'était la production d'énergie, en disant il faut tout de suite réussir à décarboner donc les mix énergétiques. Ça paraissait assez évident. Le deuxième secteur, c'était la construction automobile. Également évident en disant voilà, comment on va réussir à assurer une transition et à sortir des moteurs thermiques. Et le troisième secteur, donc production d'énergie, construction automobile, et troisième secteur, le retail. Le retail dans la mesure, encore une fois, où il a la particularité d'embarquer l'amont et d'embarquer l'aval et d'être à l'interface de quasiment tous les secteurs économiques, on va dire. Donc, à partir de 2016, il y a une expérimentation qui a été menée au niveau international, avec des enseignes comme Decathlon ou Walmart ou Carrefour qui ont participé à cette expérimentation. Et ensuite, donc, il y a eu une déclinaison au niveau français. Alors, moi, j'ai en tête, évidemment, Mousquetaire, Mobivia, Nature et Découverte. Enfin, excusez-moi, j'en oublie plein d'autres, mais en tout cas, il y a eu un certain nombre d'acteurs qui sont engagés, je pense à ceux que je connais, qui sont engagés dans ces démarches-là. Et cette question de acte, en fait, elle vise à... Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait, je vais juste refaire un tout petit retour en arrière. Ça faisait partie, voilà, c'était le 4e pavé. Donc, donc, cette méthode, encore une fois développée par l'ADEME et le CDP, c'est un acronyme qui signifie Assessing Low Carbon Transition. Donc, c'est l'évaluation du niveau de maturité de votre stratégie bas carbone. En gros, le truc, c'est une fois que vous avez fait votre bilan carbone, défini des objectifs, mis en place un plan d'action, la question, c'est est-ce que vous allez dans le bon sens ? Est-ce que vous allez suffisamment vite ? Et est-ce que cette stratégie bas carbone, elle est cohérente avec vos modèles économiques, avec la stratégie d'entreprise ? Est-ce que tout ça se tient ? Donc, il y a une déclinaison au niveau, encore une fois, au niveau du retail, avec une méthode qui est accessible donc, sur le site actinitiative.org, qui est une méthode internationale, qui est accessible gratuitement et qui va se décliner au retail. Alors, c'est en anglais, mais je me suis permis de la traduire. Et donc, concrètement, alors je pense que peut-être que Mousquetaire en parlera dans un mois, Mobivia pourrait en parler aussi, Bureau Vallée peut en parler aussi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est très structurant parce que ça va vous permettre de vous poser toutes les questions pour construire, formaliser cette stratégie bas carbone. Et donc, il y a 3 niveaux de... On appréhende donc à la fois un travail sur des différentes phases de temps. On va essayer de regarder un petit peu dans le rétroviseur, globalement, dans les 5 dernières années, voir ce qui a déjà été fait ou ce que vous avez déjà réussi à faire sur la question du climat. Par exemple, si vous aviez déjà des années de référence et des bilans carbone sur les 5 dernières années, on va voir si les cibles que vous êtes fixées précédemment, elles ont été atteintes. Et ce que vous faites aujourd'hui. Et on va aussi se poser les questions sur ce que vous avez prévu de faire dans les années qui viennent. Que ce soit au niveau de vos émissions, là en l'occurrence sur les cibles, que ce soit au niveau de vos émissions en direct ou de vos émissions indirectes. Donc, on a comme ça un certain nombre de modules qu'on va passer en revue pour évaluer si votre stratégie bas carbone tient la route. Et c'est à mon sens, ça fait quelques années que j'y travaille, c'est hyper structurant dans la mesure où ça permet vraiment de cadrer votre démarche. Donc, vous allez cadrer votre démarche sur l'objectif. Rappelez-vous, c'est la petite cible en bas à droite là, pour tendre vers des objectifs ambitieux. Ensuite, vous allez vous dire, finalement, cette question du carbone, des enjeux climat-énergie, en quoi ils vont impacter mon cœur de métier. Donc, mon cœur de métier, on va se poser la question pour le retail sur la question de vos investissements.
Donc, dans quelle mesure vous faites les investissements nécessaires? Dans quelle mesure le sujet carbone intervient quand vous faites des investissements de flotte de véhicules, de voitures, de camions, d'investissements dans des nouveaux points de vente. Donc, tous les investissements que vous faites, en quoi la question du carbone, elle est posée et comment elle est posée. Il y a la question des produits vendus, parce que nécessairement, on va le revoir après, votre impact, alors évidemment, vous avez des émissions directes, mais je pense que vous devez le savoir si vous avez fait le bilan gaz à effet de serre, l'essentiel de l'impact, il se trouve sur l'amont, sur le scope 3 amont, sur l'impact sur la fabrication des produits qui sont dans vos linéaires. Donc la question de la performance bas carbone des produits que vous mettez en rayon, elle est cruciale, évidemment, et ça, c'est votre cœur de métier. Et il y a aussi donc, un sujet autour du management. Et donc, au-delà du plan de transition que vous allez mener, c'est dans quelle mesure ces sujets climat ils sont portés au niveau de la direction ou pas. Dans quelle mesure tout le monde est sensibilisé, compétent autour de ces… Excusez-moi, je vais couper le téléphone. Voilà. Le fait d'être à la maison avec un fixe et des appels intempestifs. Excusez-moi. Donc, autour du management, on va se poser des questions sur les compétences, sur des incitations managériales. Est-ce que vous avez une part du variable qui est liée à des questions climat, des questions carbone? Voilà, donc vous avez tout un tas de sujets comme ça qui sont cadrés. Et pour chacun de ces sujets, on va vous dire, on a un cadre de référence qui permet d'évaluer ce que vous faites chez vous et de vous dire, vous êtes plutôt dans la case débutant ou dans la case confirmée, déjà prêt pour 2050. Donc, il va y avoir comme ça une évaluation de votre maturité par rapport à ces questions. Et donc, les cibles, le cœur de métier. Alors, vous voyez, là, on a des modules. En théorie, il y en a 9 au niveau de ACT. C'est une méthode qui est déclinée à tout un tas de secteurs d'activité. Là, le numéro 3, on est passé du 2 au 4. Le numéro 3, c'est la question de la R&D. Et on considère que dans le retail, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre sur la question de la R&D, donc ça a été mis de côté. Mais la question du module 3, c'est dans quelle mesure on intègre les questions de carbone dans la R&D. Et donc, cœur de métier, et puis le bloc suivant, c'est votre capacité à influencer globalement vos parties prenantes. Donc, en quoi le sujet carbone, il est important auprès de vos fournisseurs? Est-ce que vous avez déjà mis en place des actions? Est-ce que vous avez une stratégie pour influencer les fournisseurs? Est-ce que dans vos politiques d'achat, il y a des critères carbone, par exemple? Donc ça va être évalué. Pareil pour les clients. Est-ce qu'il y a des actions? Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en œuvre pour influencer le changement de comportement de vos consommateurs dans une logique de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Et plus globalement, en termes d'influence, dans quelle mesure votre lobbying est en cohérence avec les sujets climat. On s'assure qu'il n'y ait pas de controverse environnementale et qu'il n'y ait pas d'effets contre-productifs liés par exemple, au soutien d'un climato-sceptique qui viendrait casser l'image de l'édifice. Et enfin, évidemment, c'est pas l'un des moindres, il y a la question du modèle économique qui pose le sujet dans quelle mesure vos concepts, vos modèles économiques, le fait de travailler en B2B, en B2C, de décliner vos modèles est intégré, est cohérent et en phase avec une économie bas carbone. Donc, voilà, donc ça c'est une méthode qui est assez structurée et peut-être un petit peu lourde, mais en tout cas qui permet d'identifier les gros sujets et après de pondérer ces sujets. C'est-à-dire que là, dans le retail, la question essentielle, ça va être la performance des produits que vous avez dans vos rayons. Parce que c'est le sujet principal. En tout cas, c'est l'un des sujets principaux en termes de gaz à effet de serre.
Hein, je passe rapidement là-dessus, mais voilà, en fait, vous avez différentes couleurs et la largeur donc chaque barre représente un module, investissement, influence client, influence fournisseur, management, et le gros paquet jaune là ou orange, c'est la performance des produits vendus, donc c'est l'impact carbone des produits que vous avez, que vous distribuez, et qui représente donc la largeur de la barre représente l'importance du sujet. Donc le sujet important par essence, c'est l'impact de vos produits et services. Et il est presque 11 heures. Je voudrais juste, en résumé, vous dire que finalement, si on synthétise en une slide cette stratégie bas carbone, encore une fois, donc, le prérequis, c'est l'image à un instant T, le bilan GES, où en est-on? Et ensuite, évidemment, ce bilan, il va vivre, il va être suivi et ça va nous servir l'indicateur va être la mesure et le pilotage vont évidemment être cruciaux. Donc, c'est non seulement l'image à un instant T, c'est le prérequis, mais c'est aussi le suivi et la mise en place de cette stratégie bas carbone. Et dans un deuxième temps, les objectifs, l'action de transition, et puis l'évaluation de maturité bas carbone qui peut être un bon sujet pour voir si on va dans le bon sens et si on est dans le bon tempo. Voilà. Voilà. Alors, écoutez, merci, c'était très intéressant. J'arrive à la... Tu le fais rentrer. J'en ai pour 2 secondes. Excusez-moi, on avait dit 11 heures. Oui, alors on a démarré effectivement quelques minutes après l'heure. On peut peut-être prendre des questions, des commentaires, interrogations, partage. Ça vous laisse sans voix. Oui, c'est ça. J'ai vu quelqu'un de chez Nespresso peut-être qui peut intervenir. Je sais que vous avez beaucoup travaillé dessus, notamment sur le dernier kilomètre. Un petit feedback. J'ai pas le prénom, donc j'ai peur de... Je pense que vous voulez... Bonjour, c'est Charlotte Martin chez Nespresso. Moi, je suis chef de projet retail, en fait, donc au département boutique. Et je pense que vous cherchez à capter l'attention de Gabriel Berge, qui est également présent et qui fait partie de l'équipe RSE chez Nespresso. Sur le dernier kilomètre, alors je ne sais pas si vous aviez un exemple bien précis ou un cas bien précis en tête. Ce que je peux dire au niveau des boutiques, c'est que en termes de livraison, on a mis en place dans les villes principales de France un système de livraison par vélo en partenariat avec Stuart. Donc qui permet en fait aux clients qui commandent en click and collect de pouvoir se faire livrer chez eux. Bonjour. Oui. Je ne sais pas si tout le monde m'a bien entendu. Si, merci. Si, et d'ailleurs, Stuart, c'est la Poste aussi. Donc, on est Eh très ben contents voilà. si on peut... Et Sephora aussi. Si, avec nos jolies jambes de Facteur et de Stuart, on peut vous aider. Absolument, absolument. Voilà, on est très fiers de ce partenariat. C'est très, très chouette. Puis nous aussi, on est contents de pouvoir contribuer. Nous, de notre côté, côté La Poste, je voyais que vous parliez tout à l'heure aussi de la séquestration. On est aussi sur ce levier là de projets de reforestation bas carbone en France pour verdir un peu aussi la France et pas uniquement des projets à l'international. Mais c'était très intéressant toute cette présentation. Du coup, Muriel, qui tâtonnait sur votre stratégie bas carbone chez la Grande Récré, c'est clair pour vous? Vous repartez avec une valise? C'est très clair et c'est plus complet. Ça complète en fait ce que je suis en train de faire aujourd'hui, donc c'est parfait. Mais comme j'en suis qu'au début, mais ça ouvre l'esprit et ça donne d'autres voies aussi pour travailler. Merci. Thomas,
de courir? Vous voulez intervenir? Non, mais c'est très clair. Alors, c'est encore pour le moment assez big picture, quoi. C'est une overview qui est réalisée ici, mais elle est très pertinente. Ouais. C'est pas un petit boulot. Non, puis il y a c'est ce beaucoup que vous avez dit en parties. préambule, c'est qu'on pourrait évoquer pendant 3 jours le sujet. Maintenant, c'est toujours la traduction concrète à l'échelle d'une entreprise qui est un vrai enjeu, parce qu'on est tous d'accord sur tous les sujets de fond. Maintenant, à décliner opérationnellement, c'est un peu plus coton, quoi. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup de parties prenantes. Ouais. On verra la deuxième séance, un peu la déclinaison sur deux enseignes pour voir un petit peu quels étaient les freins et puis comment ils ont pu avancer sur le sujet. Annabelle, de l'ami Caline. Oui, bonjour. Nous, on a déjà notre 3e bilan carbone et j'avais justement une question par rapport à ça. Est-ce que tous les combien peuvent réaliser un bilan carbone? Est-ce qu'on doit le faire tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans? Qu'est-ce qui est conseillé? Alors, réglementairement, c'est tous les 4 ans. D'accord. Pas pour nous, parce qu'on est 295 salariés. D'accord. Alors, pas pour vous. Après, c'est vrai qu'idéalement, c'est quand même bien de le faire tous les ans. Alors, il y en a même, j'en connais, et certains parmi vous pourraient éventuellement témoigner, il y en a même qui le font de manière mensuelle ou trimestrielle, mais en tout cas sur certains postes, sur certains sujets, pour pouvoir décliner derrière une comptabilité environnementale qui va notamment permettre de cadrer des incitations extra-financières, des bonus, des choses comme ça. Ouais, globalement, c'est tous les ans, une fois par an. D'accord. On s'apprêtait à le refaire, là, on avait fait 2019 la dernière fois, on s'apprêtait à le faire sur l'année 2021. Et par contre, j'ai appris quelque chose par rapport au fait, au nombre de salariés inférieur à 500, moins de 500 salariés, si on a eu des aides, par exemple, au niveau de l'État, donc c'est à creuser, c'est vrai. Oui. Ouais, ça, je ne savais pas. Donc, j'ai découvert ça. Après, au niveau de nous, notre stratégie bas carbone, on y est déjà bien investi parce qu'on est sous des fonds dans tous les services. Donc, je pense que ça fait déjà partie de l'ADN de l'entreprise. Okay. Donc, voilà, une petite piste par rapport à nos véhicules, par exemple, de société qui sont équipés de boîtiers d'éco-conduite pour les itinérants. Donc, on a des choses comme ça, mais on a, par rapport aux produits, c'est pareil, les emballages, on a plein de choses qui sont déjà en marche. Très bien. Super, merci. Léa, de Midas. Pardon, j'ai coupé quelqu'un. Non, je disais merci, c'est tout, c'est Annabelle. Est-ce que Léa de Midas veut intervenir? Léa Dufour, peut-être partie. Ou Stéphane Carglass? Chez Carglass, on est justement en train de se faire évaluer ACT, sachant que nous, on a une problématique. C'est que globalement, on a assez peu. On a un métier très manuel, donc globalement peu d'émissions directes sur lesquelles on avance sur plusieurs projets. Et on va vite se retrouver confronté à la plus grosse problématique, je pense, c'est de réussir à baisser le scope 3. Et c'est là où va être tout challenge, parce que dès que c'est hors de nos murs, forcément c'est beaucoup plus compliqué, et on sait que c'est le challenge qu'on devra résoudre dans les prochaines années. Effectivement, c'est celui où on a le moins d'impact direct, donc compliqué. Jean-François, il est 10h06. Oui. Vous voulez un petit mot de conclusion? Oui, écoutez, merci à tous pour ces retours. Vous aurez le support et nos coordonnées. Donc, voilà, à dispo si vous avez besoin d'aller plus dans le détail. En tout cas, ravi d'avoir participé à cette séance. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Super intéressant, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je vous donne rendez-vous le 3 mai pour la suite et la semaine prochaine pour le sujet sur le e-commerce responsable. Très bien.
Merci. Belle journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.